Alexandre Lafont, François Boulot pour l'organisation de cette journée. Je suis très heureux d'être là pour rendre hommage à Rémi Casals, avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler, d'avoir un compagnonnage d'historien intellectuel depuis 2 décennies maintenant. Et je vais peut-être faire une communication un peu moins longue que celle que je viens d'entendre, notamment parce qu'Alexandre m'a pris un certain nombre de citations que je comptais développer, parce qu'il a évidemment placé au cœur de son propos la dimension populaire du témoignage, parce que voilà, c'est ça que j'ai parlé. Et évidemment, on va converger pour dire un certain nombre de choses. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, en commençant juste par dire, à titre personnel, ce qui a compté pour moi et la façon dont j'ai découvert le travail de Rémi Casals. Moi, je ne suis pas toulousain ni même méridional, malgré l'origine lointaine de l'Aude. Des grands-parents issus de l'Aude, une grand-mère pour la petite histoire qui est de 1915 et qui s'appelait France Germaine, parce que son père était un tailleur de pierre anarchiste et en 1915 il voulait manifester la possible réconciliation des deux pays, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de Germaines durant la guerre de 1914-1918 déclarée à l'état civil. Mais ça, en fait, je ne le savais pas quand j'étais étudiant. C'est l'histoire familiale que j'ai découvert plus tard, je ne savais pas du tout. Et du coup, moi, j'étais un étudiant parisien qui commençait à s'intéresser à la Grande Guerre et qui donc travaillait voilà, avec des premiers travaux, avec Nicolas Feuchtstadt, réfléchissant en mutinerie. J'avais lu et travaillé les carnets de Louis Barthas, mais Louis Barthas, pour moi, n'était pas associé à Rémi Casals dans la mesure où Rémi s'est effacé devant sa découverte, devant le témoin. Le témoin était plus important que l'historien. C'est un fil rouge de ce que je vais dire, c'est-à-dire que voilà, il n'a pas fait une préface écrasante, il a présenté le témoignage, mais il ne s'est pas approprié. Et du coup, pour moi, voilà, Casals, c'était un violoncelliste catalan. Voilà, si vous m'avez dit, Casals, bon, voilà, c'est un grand artiste qui joue du bac, mais c'est pas un historien de la Grande Guerre. Et en fait, cet historien de la Grande Guerre et d'autres choses, je l'ai découvert à un moment très précis, en 2002. En 2002, quand je suis tombé sur un article écrit dans la revue Genèse, intitulé 14-18, Oser penser, oser écrire. Alors cet article, pour moi, a fait l'effet, révélation, c'est un peu fort, mais a quand même fait un certain choc intellectuel, parce que c'est un article qui remettait en cause frontalement, effectivement, les travaux et les positions de ce qui est en train de venir. On a déjà fait allusion à une école historiographique dominante sur la Grande Guerre qui expliquait que, en gros, les témoins avaient raconté n'importe quoi sur 14-18, que ça ne s'était pas passé comme ça, qu'ils n'avaient pas subi la guerre, mais qu'ils avaient voulu la guerre, qu'ils avaient consenti à la guerre. Et Rémi, dans cet article, expliquait pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que tout simplement, il y avait des témoignages qui, factuellement, ne disaient pas ce qu'un certain nombre de gens, historiens, leur faisaient dire. Et pour moi, ça a été une leçon de méthode, et que je garde vraiment jusqu'à aujourd'hui, qui est que le recours aux sources primaires, évidemment, c'est le b.a.-ba et la politique historienne. Mais un b.a.-ba, on invoque parfois sans le pratiquer. Or, la pratique, c'est bien ça que fait Rémi Casals, c'est-à-dire y revenir inlassablement et s'appuyer sur des points d'appui incontournables que sont les témoignages. Si on dit que, par exemple, et c'est vraiment l'exemple dont je me souviens dans cette vidéo, tel auteur a écrit que voilà, on ne fait pas la guerre pour l'Alsace Lorraine, etc. Et les historiens qui critiquaient disaient mais oui, il a écrit ça dans l'entre-deux-guerres. De chance, il était mort en 1917, il n'avait pas pu retoucher son témoignage. Donc, c'était une faute intellectuelle majeure que d'avoir imaginé qu'un témoin avait trafiqué son témoignage sans avoir même pris la peine de voir à quelle date celui-ci avait été écrit et à quelle date le personnage était mort. Et cette leçon de méthode m'a marqué, et du coup, elle a éclairé pour moi la rencontre qui s'est faite dans les années qui ont suivi, au moment où plein de gens ont convergé par leurs intérêts, par leurs travaux sur 14-18. On s'est rencontrés effectivement à des colloques 2005, 2006, 2008, toute une série d'événements intellectuels, amicaux aussi, qui ont fait qu'il y a eu ce compagnonnage très intense qui s'est noué, et du coup qui m'a amené à coécrire avec lui le livre dont vous avez vu brièvement la couverture tout à l'heure, qui s'appelait La vie au quotidien dans les tranchées de 14-18, qui est devenu ensuite, passage en poche, Vivre et mourir dans les tranchées de 14-18, et un livre dans lequel on a tous les deux travaillé cette matière première que sont les témoignages et les témoignages populaires. Alors cette idée de témoignage populaire, le témoignage populaire au cœur, bien Alexandre l'a dit, c'est au cœur depuis le travail de thèse, depuis l'enquête sur Mazamet, depuis ses rencontres avec des anciens, des hommes, des femmes qui avaient connu le travail, y compris, il a fait petit lapsus, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, fin du XIXe. C'est des gens qui, dans les années 1890, avaient travaillé la laine et que Rémi Casals, vers 1971-72, rencontrait, et donc il avait accès à un monde évidemment disparu, et un monde populaire. Et ce monde populaire,
Effectivement, il est incarné avant tout par la figure de Louis Martas, ce tonnelier, Périac Minervois, qui a écrit un carnet de guerre et qui l'a ensuite consigné, qui a été retrouvé un peu miraculeusement, peut-être Rémi pourra revenir sur les circonstances exactes du moment où les cahiers ont été apportés, parce que je pense que c'est des émotions qui n'arrivent pas souvent dans la vie d'un chercheur ou d'une chercheuse, le fait d'avoir comme ça un matériau de telle richesse que l'on découvre un peu par hasard, en tout cas de manière imprévue. Mais effectivement, Alexandre a commencé à le faire. Il faut redire quel est le contexte de ces années 1970 où ce type d'attention à ce type d'écrit est possible. C'est un contexte qui est effectivement celui d'un intérêt pour les paroles populaires non issues de la capitale, et donc toute la dimension régionale, régionaliste, des récits en occitan, des récits bretons, Pierre-Jacques Azélias, le succès de Montaigu, effectivement, qui a été plus acheté que lu, sans doute, parce que c'est un livre malgré tout austère sur l'Inquisition médiévale. Mais Montaigu, village occitan, le titre est tellement percutant que beaucoup de gens sans doute l'ont acheté et ont voulu lire un peu en miroir de leur propre expérience et des tentatives pour faire vivre et revivre des langues qui jusque-là étaient marginalisées officiellement, on va dire. C'est aussi une période dans laquelle la profession historienne s'est davantage tournée vers ceux que Jean Métron appelait les obscurs et les sans grade. Et du coup, il faut rappeler aussi cette dimension-là, parce que s'intéresser au mouvement ouvrier et s'intéresser aux luttes sociales, longtemps s'est passé par les grandes figures, on a évoqué Jaurès, par les appareils politiques et syndicaux, mais à partir des années 1960, un instituteur, Jean Métron, avait lancé un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, auquel Rémi Casas a contribué aussi, notamment en tant qu'auteur de la notice Barthas. On va nous dire d'ailleurs à quelle date cette notice a été faite, si c'était au moment, on va dire, de la publication des carnets dans les années 70 ou 80. En tout cas, voilà, cette contribution au Métron. Le Métron, c'était ce lieu où des gens ordinaires devenaient des acteurs de l'histoire. Et donc, par dizaines de milliers, le mouvement ouvrier français se peuplait non seulement de ces figures les plus connues, les Gued, les Camélinas, mais aussi de gens qui avaient simplement été membres d'une section syndicale, qui avaient animé une grève ici ou là, qui avaient vendu un journal. Et du coup, cette existence de la dimension populaire, elle apparaissait. Elle apparaissait aussi au plan éditorial. On peut penser à une collection qui est davantage anthropologique, mais qui est quand même la collection Terre humaine aux éditions Plomb, qui a fait beaucoup aussi pour pour accoutumer à l'idée que ce qui était des destins ordinaires de gens qui ne faisaient pas partie des élites sociales comptait. C'est aussi, à la même époque, 1973, un grand livre de l'historien anthropologue Nathan Bachtel sur la vision des vaincus, et donc la conquête espagnole, ibérique du Nouveau Monde, mais vue par ceux qui en ont été les victimes, les Aztèques, les Incas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'une parole qui a été étouffée, écrasée? Donc il y a comme ça une convergence de toute une série d'entreprises qui sont détachées les unes des autres, mais qui sont aussi dans un même moment intellectuel, et un moment intellectuel et politique, parce qu'on est aussi après 1968, et après un moment de remise en cause de la verticalité autoritaire, et donc d'une attention beaucoup plus forte à ce qui se dit, ce qui se fait aux pratiques issus d'en bas, issus des populations qui n'ont pas voix au chapitre habituellement. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que commence ce travail très intense sur les témoignages populaires. Alors Alexandre, on a donné toute une série de jalons à travers le travail de la Fédération d'Oise des œuvres laïques, à travers du coup ce qui devient plusieurs collections éditoriales, Mémoire de 14-18 en Languedoc, puis la collection aux éditions Privat Témoignages pour l'histoire. Là aussi, ça a été dit. Autrement dit, faire exister le témoignage, c'est pas simplement utiliser le témoignage dans un travail d'historien, avec l'historien qui garde la parole et qui finalement met son nom sur la couverture et le témoignage est dans les notes de bas de page. Le témoignage, il existe pour lui-même. Et il existe pour lui-même avec aussi une autre intention, me semble-t-il, chez Rémi Casas, qui me paraît très importante et qui traverse tout son travail, notamment du dictionnaire des témoins en ligne et du dictionnaire des témoins publié en 2013, 500 témoins de la Grande Guerre, c'est que ce travail sur les témoignages, il doit être collectif. Et faire œuvre d'historien, c'est pas faire œuvre d'historien de manière égoïste, c'est mettre à disposition d'une communauté historienne des documents qui, une fois qu'ils existent, eh bien, pourront être lus, travaillés, relus par d'autres, peut-être relus par d'autres d'ailleurs avec d'autres interprétations, et donc ensuite s'ouvre le champ parfois de débat et parfois de dispute historien qui fait qu'autour d'un même témoignage, eh bien, on ne va pas dire les mêmes choses, on ne va pas voir les mêmes choses, on va s'affronter, on va se demander si par cas c'est représentatif ou pas, est-ce que c'est la France du Midi, est-ce que ça correspond à la France du Nord, etc. Mais ce qui compte, c'est que finalement on a rendu le témoignage disponible pour l'histoire, on l'a fait exister, et du coup on l'a fait exister pas simplement parce qu'on l'a écrasé de son autorité d'auteur, et parce qu'on l'a rendu disponible sous la forme d'une publication et sous la forme d'une série de publications. Et ici, si on regarde les textes publiés par Rémi dans les Annales du Midi notamment,
on verra deux articles, il y en a peut-être plus, mais c'est les deux que j'ai repérés, qui sont intitulés « Quelques pierres apportées au chantier ». D'autres pierres apportées au chantier. Et alors, ce n'est pas le premier à reprendre cette métaphore de l'historien bâtisseur, de l'historien artisan. On sait que nos grands maîtres, comme Marc Bloch par exemple, étaient très friands de ces métaphores, de cette idée que l'historien, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche collective, dans une démarche artisanale. Ce n'est pas quelqu'un qui possède les vérités, mais qui les construit patiemment. Et pour les construire, il faut des matières premières, il faut des matériaux. Et ces matériaux, ensuite, on les agence. Et parce qu'on les fait exister, on peut les agencer. Et si on n'a pas de bons matériaux, vous savez comme moi, même sans être un grand maçon architecte, que si les matériaux sont mauvais, l'édifice s'effondre. Eh bien, il me semble que c'est ça, l'une des contributions fondamentales de Rémy au travail historien, c'est d'avoir œuvré à fournir des matériaux qui sont d'une grande qualité, et qui sont d'une grande qualité notamment parce que ce sont des matériaux populaires. Alors populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'éloigne du propos des élites. Là aussi, Alexandre, je suis amicalement que j'avais piqué mes chiffres, mais c'est le cas parce que c'est très frappant. Lorsque, dans les années 1920, à la fin des années 1920, Jean-Bertrand Cruz, professeur et ancien combattant, publie un texte irremplaçable qui étudie 300 livres sur la Grande Guerre pour dépasser un crible critique et dire qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça vaut comme description réelle ou pas de la guerre, des romans, des carnets, des journaux, etc. Les textes auxquels il a accès à cette époque, ce sont les textes qui ont pu passer le filtre, qui est encore très puissant parce qu'on est dans la France de l'entre-deux-guerres, le filtre de l'édition. Autrement dit, il a fallu que des éditeurs voient une valeur à ces textes. Qu'est-ce qui leur donnait la valeur? Soit une valeur littéraire, parce qu'on considérait que c'était bien écrit suivant les canons esthétiques du temps. Au passage, les canons esthétiques du temps, si vous lisez Paul Bourget, par exemple, aujourd'hui, voilà, je pense que les canons esthétiques du temps, voilà, on leur limite également. Mais bon, c'était les goûts du public lettré de l'époque, et donc qui aimait un certain tour de phrase, une certaine manière d'écrire. Et donc, il fallait passer ce crible-là. Et puis le deuxième crible, c'était l'identité sociale de l'auteur. On ne publiait pas n'importe qui. Pour publier, il fallait un capital social, un capital scolaire et intellectuel, et donc on publiait davantage en normalien, évidemment, que quelqu'un qui avait son certificat d'études, pour qui, à la limite, la question de la publication ne se serait jamais posée. Elle se serait posée, à la limite, dans des fascicules syndicaux. On sait, par exemple, que Lucie Beau, cette ouvrière étudiée par Michel Perrault, qui a mené la grève des ouvrières de Vizy, eh bien, elle publie un court récit de cette grève dans un périodique syndical au début du XXe siècle. Mais c'est dans ce type de lieu que pouvait seulement s'exprimer une parole populaire. En dehors de ça, ça n'apparaissait pas dans les maisons d'édition, ça n'apparaissait pas dans le cadre donc, qui était celui de l'entreprise. Et du coup, on en vient à ces statistiques, 78% des auteurs étudiés par Plus sont des intellectuels ou des membres des classes dirigeantes. Et inversement, dans le travail fait par Rémy, et notamment dans le livre qu'il a publié à l'occasion du centenaire 500 témoins de la Grande Guerre, qui reprend cette démarche de travail en ligne sur les témoignages, ce chiffre tombe à 42%. Il reste dominant parce qu'évidemment l'accès à l'écriture n'est pas socialement partagé, et l'accès à la conservation des textes non plus, parce que bien des textes n'ont pas été conservés parce que dans un couple paysan, conserver la correspondance, ça pouvait être un acte important parce que ça avait de la valeur, et pas évidemment qu'on est dans le cliché inverse, si c'était des couches populaires, se désintéresserait de l'écrit et ça en y serait étrangère. Mais pour autant, les conditions de conservation ne sont fatalement pas les mêmes que pour le grand homme avec des guillemets qui sait très tôt qu'il faut conserver la correspondance ou un double de lettres, parce qu'un jour ça servira de matériau à ses propres mémoires, par exemple. Voilà, on n'est pas dans le même monde, évidemment, du point de vue de la conservation. Donc du coup, le chiffre inverse, c'est dans ce texte de 2013, 50% de catégories populaires, cultivateurs, artisans, ouvriers, employés de bureau, petits commerçants, instituteurs de village. Et cette dimension est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas les mêmes choses dans le témoignage populaire que dans les témoignages des gens. On ne trouve pas les mêmes choses pour des raisons très simples, c'est que les gens ne font pas les mêmes choses. Être un combattant des tranchées d'origine populaire, c'est généralement ne pas être gradé. Les personnes qui ont pu monter en grade, mais rarement au-delà du grade de lieutenant. En réalité, plutôt les grades de sous-officiers, parce qu'il faut que dans l'armée française de 1814-18, comme dans les armées de manière générale depuis le deuxième moitié du XIXe siècle, être gradé, c'est non seulement commander, mais c'est écrire. On est dans des armées d'État bureaucratiques et bureaucratisées, et donc quiconque a passé un peu de temps dans les archives militaires, être gradé, c'est rédiger des rapports. Or, les rapports, c'est un cadre, c'est un moule que tout le monde ne peut pas remplir parce qu'il faut avoir là encore un capital scolaire, un capital intellectuel pour le faire. Donc, du coup, quelqu'un qui aurait une maîtrise précaire de l'écrit ne pourrait jamais, malgré un courage au feu sans doute indiscutable, accéder à un grade de lieutenant, encore moins de capitaine, non seulement parce que
sans doute pas les meilleures manières pour ensuite être au base des officiers, mais surtout parce que s'insérer dans cette chaîne de production de l'écrit propre aux institutions militaires ne serait pas faisable. Donc tout ça pour dire que dans les témoignages populaires, on ne va pas trouver les mêmes choses. Et parmi les choses qu'on va trouver dans les témoignages populaires, et du coup que j'ai le plaisir de travailler avec Rémi parce qu'on a ensemble coécrit ce livre, on s'envoyait des mails et on disait, ben voilà, pour illustrer tel aspect, des différents chapitres, le chapitre sur le quotidien, le chapitre sur l'évasion, le chapitre sur le combat, etc. Et bien, pour illustrer par exemple le rapport à l'alimentation, eh bien, on a tel passage d'un auteur qui était domestique, tel passage d'un auteur qui était paysan, etc. Et on ne va pas trouver les mêmes choses, évidemment, dans les témoignages issus des couches supérieures. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas le même rapport à l'alimentation. On sait, par exemple, que quelqu'un comme Henri Barbus, qui, c'est tout à son honneur, à un âge déjà avancé, s'est porté volontaire pour aller au front, il s'est porté volontaire, mais sa femme lui envoyait des boîtes de conserve, y compris des boîtes de homard, ce qui était malgré tout relativement rare, vous en conviendrez, à Verdun ou dans l'Artois. Donc, ça veut dire que le rapport à l'alimentation, fatalement, ne peut pas être le même dans un témoignage populaire que dans un témoignage issu. Autre élément, le rapport au travail. Le monde des tranchées, on a tendance à le voir sous des prismes un peu déformants, qui sont sur des images produites par le cinéma, et puis par certains clichés qui sont ancrés. Et une des dimensions qu'on voit trop peu, il me semble, c'est la dimension de travail manuel. C'est un endroit de labeur, les tranchées. Pourquoi? Parce que les tranchées, ça s'effondre, parce qu'il pleut. Et donc, il faut passer son temps à remblayer, il faut passer son temps à vider l'eau, il faut passer son temps à consolider, étayer, creuser des abris, etc. Or, qui accomplit ce travail? Bien évidemment, les membres des couches populaires, majoritairement des cultivateurs et disons de profession du monde rural, parce que ce sont des ruraux, et tous les ruraux ne sont pas des cultivateurs, mais voilà, c'est la grande masse de l'infanterie. Ce sont des gens de la campagne habitués par certains côtés à un travail manuel exigeant et qui donc plantent les pieux, les pieux de cochons dans lesquels on va mettre les barbelés, remblais, étais, boisent, les galeries, etc. C'est aussi dans les témoignages populaires qu'on va trouver un certain nombre de mentions d'antagonismes sociaux. Le monde des tranchées est beaucoup moins lissé dans les témoignages populaires. Pourquoi? Parce que c'est un monde dans lequel on sait qu'il y a des éclats de voix, et donc les écrits de Bartas sont assez irremplaçables parce que Bartas, il raconte plusieurs fois à quel point il s'en est pris à des officiers, à quel point il les a envoyés valdinguer, je ne sais pas quel serait le terme, de son patois, de sa langue qu'il utiliserait ou qu'il a utilisé, pour dire qu'il n'hésitait pas à rentrer en confrontation. Et en fait, quand on lit Bartas et qu'on est habitué à lire, on va dire, des grands témoins, à lire, je sais pas, Genevois et d'autres, on se dit, bon, c'est Bartas qui exagère, parce qu'on le trouve partout, on ne trouve pas ailleurs. Cette idée que les simples soldats vont défier leurs officiers, vont parfois les insulter, etc. Et en fait, quand on va aux archives, moi je travaille sur l'artillerie, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à étudier les archives. Quand on va aux archives, on se rend compte qu'en fait, c'est assez fréquent. Et c'est assez fréquent qu'il y ait des soldats qui passent en conseil de guerre, notamment pour avoir dit à leur officier, dans un moment d'énervement, dans un moment où ça cachait vraiment parce que l'officier avait dit, bon bah voilà, c'est dimanche, mais vous allez travailler quand même. Ou alors la permission est reportée. Ou alors vous allez faire une corvée qui n'était pas prévue, etc. En gros, toutes les petites vexations qui en fait sont pas si petites quand on a passé une semaine en première ligne et qui deviennent des choses insupportables et écrasantes et qui sont de l'ordre de la discipline tatillonne, qui a de moins en moins sa place au fur et à mesure que la guerre avance, parce que finalement, cette guerre, les soldats qui l'endurent, ils savent la faire et ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle qu'il faudrait la faire dans les règles de la caserne, alors qu'on est au front. Bref. Lorsqu'un officier impose ça de manière trop forte à des soldats qui n'en peuvent plus, il y a certains soldats qui disent, mon capitaine, faites attention, la prochaine balle au tranchée, elle sera pour vous. C'est dit comme ça. Et c'est dit comme ça, et du coup, on comprend que le rapport de force, évidemment, il est à l'avantage des officiers, parce que le soldat va passer en conseil de guerre, et puis il aura la prison, les réprimandes, et dans les premiers 18 mois de la guerre, les peines très lourdes et d'exécution. Mais en fait, au fur et à mesure que la guerre s'installe, on comprend que ce type de menace, ça indique quand même que le rapport de force, il est présent, il n'est pas numériquement à l'avantage des officiers, et que, voilà, ça ne veut pas dire que c'est quotidien. Il y a aussi des officiers qui ont des très bons rapports avec leurs hommes. Alexandre a édité le témoignage d'un de ses combattants des Ferrières, si je ne me trompe pas, qui a écrit dans un de ses livres, je me ferais tuer pour un tel homme, tellement son capitaine lui paraît un homme admirable, parce qu'il partage justement les souffrances de cela. Mais il y a aussi des officiers qui sont des ganaches, qui sont des types autoritaires, brutaux, qui n'ont aucun sens de la psychologie ou des circonstances. Et du coup, avec eux, eh bien, parfois, ça va jusqu'à l'affrontement. Et ça, on va le trouver, effectivement, dans un témoignage de M. Bartas, et pas dans les témoignages beaucoup plus lisses, qui sont ceux issus de ces filtres à la fois sociaux, culturels, éditoriaux, qui ne permettent pas d'avoir accès à ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut fétichiser ce témoignage populaire? Eh bien non, évidemment. Et c'est là que Nicaza est pleinement historien, et pas simplement
militant de la parole d'en bas qu'il faudrait porter parce qu'elle exprime une vérité plus grande. La vérité, elle n'est ni dans la parole d'en bas, ni dans le travail méthodique qu'on effectue sur les paroles, quelles qu'elles soient. Et c'est ça qui me paraît très important, d'abord pour rappeler que Rémi n'a pas travaillé que sur des témoignages populaires. Il a aussi publié, par exemple, les photographies du capitaine Hudel, qui était dans le même régiment de Barthas, mais qui avait une autre vision de la guerre, du fait de son grade, du fait de son statut social intellectuel, qui du coup cadre différemment les choses, au sens propre du terme. Donc c'est pas une exclusive, même si, comme je l'ai dit, c'est souvent dans ces témoignages populaires qu'on va trouver les choses les plus intéressantes, les plus parlantes, qui amènent le plus à réfléchir à la façon dont ça fonctionnait, au-delà des mythes et des clichés. Mais fondamentalement, il ne faut pas fétichiser le témoignage populaire parce que tout témoignage doit être soumis à la critique. Et c'est ça la grande leçon de Jean d'Ortonflue, qu'il avait mise en place et qui du coup est perdue de vue par tous les gens qui sourient ou qui se moquent du professeur à binocle qui avec son stylo rouge annoterait les témoignages, comme si finalement ce n'était pas une œuvre fondamentale que d'avoir pris le temps de lire, d'annoter, de confronter les témoignages à la réalité et de dire tel témoin, ce qu'il nous raconte ne vaut rien, puisqu'il n'a pas fait la guerre. Il a passé 15 jours dans une unité à l'arrière, et puis ensuite il a fait des récits de tranchées sanglantes. Évidemment, ça ne peut rien valoir, et cette opération, c'est tout simplement l'opération de la critique historique. La critique historique qui est celle qui a permis à l'histoire comme discipline savante de s'autonomiser de la littérature, de la philosophie, des grands discours sur le passé qui, au XIXe siècle, lorsqu'on allait assister à un cours d'histoire à la faculté en 1830, c'était assister à une conférence mondaine, beaucoup plus qu'un travail savant. Et c'est à la fin du XIXe siècle que les historiens allemands, français, ont mis au point des règles critiques, qui consistent à examiner les témoignages, pour démêler d'abord le vrai du faux, pour dater. Alors ça a commencé par les chartes médiévales, en disant est-ce que cette charte de Philippe Auguste est authentique ou pas, à quelle date elle est, mais c'est par ces étapes-là qu'on a pu progresser et ensuite poser des questions qui étaient plus profondes que simplement de quand ça date, est-ce que c'est vrai ou faux, et du coup ces questions plus profondes, c'est pour la Grande Guerre, qui est le témoin, d'où parle-t-il, qu'est-ce qu'il a pu voir ou ne pas voir, quels sont les biais qu'on peut dessiner dans son écriture, quelles sont ses conditions d'écriture, quel est le support de l'écriture. Un journal tenu au jour le jour, c'est pas la même chose que des souvenirs, évidemment, la question de l'immédiateté de l'écriture, toutes ces questions-là, c'est des questions qui, encore une fois, paraissent extraordinairement basiques. Les étudiantes et les étudiants dans la salle, j'imagine que dès le premier semestre de la première année, on a dû leur en parler. Mais c'est pas parce qu'on en parle, et c'est pas parce que rituellement on invoque des introductions de livres historiques, qu'on le fait toujours. En parler, il y a le faire. Et le faire, c'est un travail patient. Et c'est un travail patient sur des textes, les uns après les autres, confrontés, comparés, mis en série, 500 témoins. C'est pas rien, qui peut se targuer d'avoir lu 500 témoignages d'un sujet d'étude ou un autre. Regardez des bibliographies de travaux, y compris parfois des bibliographies de thèse. On n'arrivera pas à ce chiffre-là de documents primaires à consulter. Donc, cette confrontation, cet effort constant pour contextualiser les témoignages et pour le faire et le mettre à disposition de la collectivité historienne, il me semble que c'est un apport absolument majeur du travail de Rémi Casals. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir le souligner pour peut-être terminer en citant un autre texte de Rémi. J'ai cité celui de 2002 qui m'a pour la première fois mis sur cette, mis en contact avec cette pensée critique exigeante du témoignage. J'ai cité celui de 2008 intitulé « Non à tout témoignage, je ne peux pas en opposer un autre », qui me paraît très important parce qu'il prend acte du fait qu'il y a une grande variété de témoignages de la Grande Guerre et d'autres périodes, parce qu'il a travaillé sur Mazamer, a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale aussi, avec des lettres issues de la Résistance, mais on ne peut pas opposer un témoignage à un autre comme si chaque témoignage était porteur d'une vérité inconciliable avec le reste. C'est en contextualisant chaque témoignage, en le confrontant et en travaillant à la fois collectivement et sur des corpus élargis, qu'on peut poser des questions avec patience, avec modestie, mais avec fermeté. La patience, la modestie et la fermeté interprétative, il me semble que ce sont trois apports et trois héritages qu'on peut toujours, pour lesquels on peut remercier Rémi Casals. Je vous remercie. Ja,